Or, nous avons choisi de ne passer qu'un seul extrait de cet échange, un extrait qui fait office de preuve. C'est le chef de AQMI, ça. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فهذه أجوبة على ما تفضلتم به من أسئلة وأعتذر على التأخير الذي حصل وذلك لدواعي أمنية وظروف خاصة. Voilà, il confirme qu'il répond à vos questions. Wassim, d'abord un mot sur l'obtention de cet échange. Il a fallu être très patient. Très patient, c'est 1 an de tractation, j'ai envie de dire. Donc depuis le moment où j'ai formulé le souhait d'envoyer des questions, pour qu'il accepte de répondre aux questions et pour mettre les conditions de cet échange, on va dire. Ça veut dire que toutes les questions soient présentes, qu'il y ait des réponses aux questions, qu'il n'y a pas une question qui sera annulée ou enlevée par le groupe, et puis aussi que ça soit estampillé par eux, pour la simple raison que ce n'est pas une vidéo, c'est un audio. Et pour être sûr que c'est lui qui s'exprime, c'est lui qu'on a entendu et qu'il est responsable de ses dires, vu la complexité et la sensibilité des sujets abordés, c'était une manière aussi d'authentifier le fait que ce soit vraiment l'émir, le chef d'AQMI qui s'exprime. Et il se trouve en Algérie? Il peut se trouver en Algérie. Il peut se trouver aussi au Mali. Il faut rappeler que son prédécesseur, donc Droudel, a été tué par les armées françaises en se trouvant au Mali. Il est algérien et d'ailleurs, pour l'anecdote, il y avait une question sur la situation en Algérie. C'est la réponse la plus longue, parce qu'il est algérien. Il appelle au combat en Algérie, ça veut dire la période de trêve qui a été annoncée par AQMI en soutien au Hirak, au mouvement populaire, est finie. Mais il est dans le déni de la situation très grave d'AQMI sur place, même s'il dit que pour des raisons sécuritaires, les réponses ont tardé. Parce qu'on sait aujourd'hui que l'Algérie met une grande pression sur AQMI, que beaucoup de chefs importants ont été tués ou arrêtés par les Algériens, ce qui explique aussi la descente d'AQMI ou le choix de descendre plus au sud vers le Mali. Donc groupe sous pression, il est un peu dans le déni de cette situation-là, même s'il l'avoue à demi-mot dans l'ouverture de cette entretien. On va parler de l'influence d'AQMI, notamment dans le sud, ce que vous le disiez à l'instant. Une première question sur les intérêts français. On sait qu'AQMI s'en est pris à plusieurs reprises. Est-ce qu'il menace encore la France aujourd'hui? En fait, j'avais une question très précise, parce que dans plusieurs communiqués d'AQMI et du JNIM, donc sa filiale au Sahel, il était dit que le combat avec la France est restreint au Sahel et en Afrique. Donc j'ai posé la question, est-ce que le territoire français est menacé? Sa réponse était plus ou moins claire, parce qu'il a dit que les autorités occidentales ne comprennent pas que les objectifs d'AQMI et du JNIM sont locaux, et donc ne vont pas jusqu'à menacer le territoire français. Après, j'ai posé la question, donc un peu contradictoire, en disant que, bon, et les expatriés français, ils sont aussi menacés. Comment vous pouvez faire appel aux Français à faire pression sur leur gouvernement, ce qu'ils ont fait plusieurs fois, et menacer les expatriés français en même temps? Et là, la réponse était un peu plus évasive, en disant que on appelle les Français parce que c'est des États de droit, les gens peuvent s'exprimer, et ils doivent, les élites françaises doivent pousser le gouvernement français à se désengager de ces territoires. Ceci dit, dans ma question aussi, il y avait un fait qu'il n'y a pas eu d'attaque contre des cibles qu'on peut qualifier de civiles ou de molles depuis l'attaque contre le restaurant Aziz Istanbul, qui n'a jamais été revendiqué à Ouagadougou en 2017. Là, il n'a pas répondu, parce que ma question était, est-ce qu'il n'y a plus d'attaques de ce genre revendiquées par AQMI? Mais c'est normal qu'il reste évasif sur des aspects qui touchent à vraiment des choses opérationnelles, on va dire. En revanche, il confirme la détention du journaliste Olivier Dubois, journaliste enlevé en avril 2021. C'est la première confirmation officielle d'AQMI, de la tête d'AQMI en tout cas, que c'est eux, c'est Al-Qaïda qui détient Olivier Dubois. Il y a eu des vidéos d'Olivier Dubois où lui-même disait qu'il était détenu par le JNIM, mais des vidéos qui n'étaient pas estampillées ou officielles. Là, c'est une reconnaissance. Il dit même, je fais exception et je réponds, et je m'adresse aussi à la famille. Il dit que les autorités françaises savent les conditions dans lesquelles Olivier Dubois a été pris en otage, et que la porte est ouverte aux négociations, et il reformule ce qui m'a été dit par d'autres sources chez AQMI, que Olivier Dubois n'a pas été piégé par le groupe avant d'être kidnappé. Ce qui est important en soi, parce qu'il y a eu des missives, on va dire, pour dire que AQMI ne pouvait pas inviter Olivier Dubois à faire un entretien avec un de ses chefs et puis le kidnapper. Et là, il nie que c'est le groupe qui a monté cette opération de kidnapping, ce qui met un terme aux missives qui ont été faites pour dire en gros, entre guillemets, qu'il y a un vice de procédure
et il faut les libérer pour cela. Donc ça met un terme à cela, mais ce qui est très important et ce qu'il faut retenir, ça ouvre la porte aux négociations et il dit que la balle est dans le camp des autorités françaises. Et ça pourrait tout changer. Concernant toujours les Français, concernant le départ de Barkhane récent du Mali, est-ce que ce retrait est vu comme une victoire pour AQMI? Lui-même, il dit que c'est une victoire, que c'est certainement une victoire. Donc, il endosse, on va dire, les bénéfices de ce départ. Mais on sait tous que ce départ aussi a été à la faveur de l'arrivée de Wagner et de la tension avec les autorités maliennes. Lui, il ramène ça aux efforts qui ont été fournis par les groupes djihadistes au Mali aussi. Mais, ceci dit, il met la Russie et la France dans le même sac et il dit que le combat contre donc les forces qu'il décrit de coloniales, donc russes et françaises, sera le même. Donc c'est aussi quelque chose à prendre en considération. Vous avez écouté très bien ce qu'il a dit. Première question. Il a dit il y a eu des tractations avant d'avoir cette interview-là. C'est que le chef Abu Ubaida Youssef Al-Anabi, c'est le chef de AQMI. AQMI, c'est Al-Qaïda dans le Maghreb islamique. C'est-à-dire qu'un des détachements de Al-Qaïda qui a été cofondé par Oussama Ben Laden et qui par la suite a été géré par un certain nombre de personnes, Jiri, Abakar al-Baghdadi, etc. Les plus dangereux terroristes du monde. Et ce Abu Ubaida Youssef est en Algérie, en territoire algérien. Il est en territoire algérien. Et ce journaliste a eu le contact de certains groupes terroristes, qui ont parlé avec le chef, l'émir, d'après lui, les tractations, etc., ou des personnalités, je dirais, qui sont en contact avec l'émir, qui ont essayé de les mettre en contact pour que, en fait, ils puissent lui avoir l'interview avec ce chef-là. Première question. Qui est ton contact qui t'a permis d'avoir contact avec l'ennemi, le terroriste, l'ennemi numéro 1 du Mali? Qui est ce contact-là? Qui est ce contact? Il faut qu'on sache ça d'abord. Deuxièmement, comment ça se fait que l'ennemi numéro 1 du Mali et du Sahel se trouve en territoire algérien? Et puis toi, simple journaliste, qui arrive à prendre langue avec ce gars-là, et puis les autorités algériennes avec leur arsenal de guerre, de communication, de renseignement, etc., n'arrivent pas à mettre la main sur ce gars-là, sur quelqu'un dont un journaliste peut contacter, un simple journaliste peut contacter. Pourquoi les autorités algériennes, avec tout leur arsenal, n'arrivent pas à mettre la main sur ce gars? Deuxième question. Troisième question. La France, tu es journaliste français. La France qui dit qu'elle est au Sahel pour chasser le terrorisme, pour combattre le terrorisme, la France n'arrive pas à mettre la main sur ce gars-là, alors que toi, un simple journaliste, tu arrives à prendre contact avec ce gars. Comment? Comment ça fait que la DGSE et tout le moyen de communication, tout le moyen de renseignement dont dispose la France, la France n'arrive pas à mettre tout ça à profit pour mettre la main sur ce gars. Et c'est toi, petit journaliste, qui arrive à contacter ce gars. Jusqu'à quand tu envoies un message, et puis il parle en audio. Il a fait audio avec toi pour te répondre. Mais le complot est clair. Le complot est clair. C'est-à-dire que non seulement l'Algérie est complice,
Oui. Ah, ça, moi je sais depuis longtemps, mais c'est des choses, il ne faut pas dire ça comme ça. L'Algérie est complice, c'est pourquoi je dis toujours, accord d'Alger, ça ne peut pas marcher. Je le dis toujours. L'Algérie est complice. La France, on n'a pas besoin de faire photo, la France est complice. C'est son ami qui est Abou Obeida, qui est d'ailleurs algérien. Abou Obeida qui est algérien. Quand Macron s'en va en Algérie, mais Macron il profite pour les voir. Ils vont s'asseoir, ils boivent thé ensemble. Ils discutent. Tebboune, c'est son frère qui est Obeida. Vous comprenez? Leur objectif, c'est quoi? Leur objectif, c'est de couper le Mali en deux pour que le territoire là, l'Algérie puisse lui aussi avoir un peu dedans. C'est ça la vérité. Vous comprenez? Sinon, comment un simple journaliste peut rentrer en contact avec... autant de Ben Laden là, il faisait des vidéos, et il les poste après. Il fait des vidéos et il les poste sur une page de propagande que personne ne peut tracer. Mais interview, on pose question, tu réponds. On pose question, tu réponds. Il y a une voix, c'est qu'il y a un protocole même. Il a un protocole. Quand le gars, il dit ça a pris 1 an de tractation, de discussion avec un protocole. C'est qui le protocole? Qui gère ce protocole-là? Voilà la réalité chez Gamara d'Afrique. Donc, c'est pourquoi Assimi Goïta a pris des mesures drastiques contre leurs frères qui sont AQMI et qui sont les rebelles dans le Sahel, la SEMA. Je vous ai dit que les gens de la SEMA ne sont pas réellement des Maliens. Ce ne sont pas des Maliens, c'est des gens, c'est des mercenaires qui étaient à la sorte de Kadhafi, qui travaillaient pour Kadhafi, qui assuraient la sécurité de Kadhafi, dont la délégation française est allée voir et sont allés leur demander de laisser tomber Kadhafi pour qu'on leur ouvre un couloir afin qu'ils viennent prendre le nord Mali pour s'asseoir comme leur territoire. En contrepartie de leur trahison vis-à-vis de Kadhafi, ils devraient avoir ce territoire-là. Donc eux, ils ont accompli leur part, ils ont trahi Kadhafi. Ils ont trahi Kadhafi. La France a pu tuer Kadhafi. Donc maintenant, la France doit accomplir sa part. Maintenant, la France, en accomplissant sa part, elle gagne doublement. Pourquoi? Parce que quand tu traites avec des simples rebelles, ben, tu prends moins cher. Parce que les rebelles ne payent pas les fonctionnaires. Les rebelles n'ont pas de droit de compte à rendre au peuple. Donc voilà comment eux ils sont arrivés là. Leur intention, c'est de diviser le Mali. Maintenant, Assimi dit quoi? Qu'est-ce que Assimi a pris comme mesure drastique, chers camarades? On dit ici, en réponse à la suspension des accords de paix par la SEMA, parce que la SEMA a suspendu, par la SEMA, le président malien Assimi Goïta met fin à la collaboration avec la SEMA selon un communiqué du gouvernement. Écoutez très bien, hein? Le président malien a ordonné le retrait des membres de la SEMA au sein du gouvernement, donc tous ceux qui sont ministres de la SEMA au gouvernement doivent dégager. Au sein du gouvernement. Le président au sein du gouvernement et également la suspension de tout versement des salaires à ses membres selon le communiqué. Donc, leurs salaires là ne seront plus versés. Ça fait 2. Ils ne vont plus avoir du salaire. Assimi les a tapés au porte-monnaie. Les avantages que bénéficiaient les membres de la SEMA ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre selon le communiqué. Leurs avantages, etc., on leur envoyait de l'argent, les véhicules, les bons, etc. Tout ça a été suspendu. Direct. Le gouvernement est prêt à engager toutes les forces nécessaires pour reprendre Kidal aux mains de la SEMA, sous la direction de la SEMA, sous la direction de l'OTAN, selon le document. Donc, ils disent que, c'est qu'ils ont indexé directement l'OTAN pour dire que c'est vous qui soutenez la SEMA. Le gouvernement Mali est prêt. Je vous ai dit le 17
le 17, à partir du 17, les choses vont changer. C'est ça qui est en train de se réaliser petit à petit. Assimi l'a dit. Nous, on a eu vent. Nous, on a eu l'information. Donc, ne vous inquiétez pas. La CEMA avait suspendu la mise en œuvre de l'accord d'Alger, accusant le gouvernement d'être responsable, etc. Donc, vous avez vu, le gouvernement malien a envoyé une correspondance de l'autre côté aux Nations Unies pour leur dire clairement, à l'Algérie autant pour moi, à l'Algérie pour dire clairement à l'Algérie que quand le Mali va commencer à faire respecter l'autorité de l'État partout sur le territoire malien, s'il y a des conséquences, le Mali n'est pas responsable de ces conséquences-là. Parce que c'est eux qui ne veulent pas, qui ne veulent pas intégrer l'armée et qui ne veulent pas se rallier à la République. Et le Mali a ouvert, je pense, 25 000, entre 23 et 25 000 postes pour que les ex-rebelles puissent rallier la République. Ils refusent. Même les gens du Mali, les militaires maliens avec lesquels on a mis en place un groupe mixte, CEMA plus force malienne, eh bien, ce groupe mixte-là sera dissous parce que le Mali va retirer les forces républicaines pour les envoyer de l'autre côté parce que ça va péter. Mais eux, ils ne savaient pas que nos forces qui étaient là-bas ont eu aussi des renseignements. Et ils savent comment nous aider. Et ils savent comment, en tout cas, piloter les mouvements pour aller les frapper. Les opérations pour aller les frapper. Donc, la CEMA et Kidal sera récupéré incessamment. Parce que, vu ce complot-là, ceux qui sont en train de parler d'accord de paix ne sont pas pour la paix. Ceux qui sont les chefs, ceux qui pilotent l'accord de paix ne veulent pas la paix. Et donc, ça ne sert à rien de rester en train de discuter avec eux pour nous perdre le temps. Donc, le Mali doit passer à la vitesse supérieure. Et le Mali passera à la vitesse supérieure incessamment. C'est ça qui est la vérité. Donc, camarades, je dis à Assimi Goïta, bravo. Bravo pour ces mesures drastiques. Bravo d'avoir compris très rapidement de quoi il s'agit. Alors, nous ne pouvons que soutenir et applaudir Assimi Goïta. Hier, j'ai vu qu'il y a des religieux qui dénoncent encore la mise en place du projet de la constitution, de la nouvelle constitution. Eh bien, nous les regardons et puis nous rions d'eux parce que nous savons d'où ils viennent. Nous savons qui est derrière eux, nous savons qui les finance. Mais tout ça, ça va prendre fin incessamment parce que le Mali est armé jusqu'aux dents et ça va péter. C'est sûr et certain, le Mali sera récupéré, entièrement libéré. C'est de ça qu'il s'agit. Camarades d'Afrique, on est ensemble. C'est ce qui est venu vous faire savoir. Je vous demande de massivement partager cette vidéo partout à travers le monde, partout où besoin se fera sentir en tout cas. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo comme ça. Très prochainement, Gbagbo président de la République Côte d'Ivoire, Go Carré, Goïta ou rien, soutien à Domia, Force Saint-Touadéra, André Ajuna, on est ensemble. Faites le maximum de partage, camarades. Merci, ciao, ciao.